Bonjour Régis, alors, quelle solution BTE propose-t-elle pour accompagner l'entreprise dans sa transition énergétique et l'aider à devenir producteur d'énergie photovoltaïque? Merci beaucoup, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc voilà, je me présente rapidement, Régis Garnier, la Banque de la Transition énergétique. Alors la Banque de la Transition énergétique, c'est une filière à 100% de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été créée maintenant il y a 3 ans, qui a pour vocation d'accompagner les clients PME, les clients de la Banque populaire, dans le monde de la transition énergétique. Nous, on est convaincus que les entreprises qui ne prennent pas l'amorce, le virage de la transition énergétique sont des entreprises qui vont être condamnées à court terme, sont des entreprises qui vont se fragiliser. Donc on a décidé de mettre en place tout un réseau pour accompagner ces entreprises dans la transition énergétique. Alors qu'est-ce que c'est la transition énergétique à nos yeux? C'est tout ce qui va viser à sécuriser le devenir, l'avenir de nos clients PME. Alors c'est un sujet qui est large. Aujourd'hui, il y a des enjeux financiers, bien sûr, en termes d'achat d'énergie. Nous, quand on a créé la BTE, on ne parlait pas encore du prix de l'évolution de l'énergie. C'était en 2020. En 2020, on était sur un schéma où le prix de l'énergie était stable depuis des années. C'est qu'à partir de 2021 où le prix de l'énergie s'est envolé. Rappelez-vous, c'est pas très vieux, mais ça a été très, très rapide. On va y revenir un petit peu. Donc c'est la sécurisation des enjeux au niveau des achats d'énergie. On a beaucoup de clients qui ont vu leur facture être multipliée par 3, 4, 5, 6, 8, et avec des conséquences dramatiques pour certaines d'entre elles. Donc c'est un enjeu en termes de visibilité risque dans l'avenir qui est essentiel. Le deuxième volet, c'est consommer moins d'énergie. Donc on a tissé un réseau de partenariats avec des entreprises pour accompagner nos clients pour moins consommer d'énergie dans leurs activités. On ne va pas forcément beaucoup parler de ce sujet-là aujourd'hui. On va se concentrer avec vous sur la troisième partie, sur la partie production d'énergie. Puisque voilà, si on achète bien son énergie, qu'on en consomme moins qu'on en produit, je pense qu'on aura fait déjà une grosse partie de la transition énergétique dans vos entreprises. Alors on ne va pas revenir sur le passé. Ces courbes-là, vous les avez déjà vues, entendues. On vous a bercé depuis 3 ans maintenant avec ces courbes d'évolution du prix de l'énergie. On va plutôt se concentrer à ce qui va se passer demain sur vos factures d'énergie. Avant 2021, voilà, on était sur un schéma totalement atone. Les entreprises payaient leur énergie, leur courant entre 50 et 100 euros le mégawattheure. Et on le considérait comme une charge fixe finalement dans les comptes d'exploitation. Ça n'avait pas beaucoup d'impact. Et nous-mêmes, on l'appréhendait pas comme un facteur de risque. Et puis on s'est aperçu en 2022 qu'on était sur un schéma qui était totalement fragilisé, avec des renouvellements de contrats qui ont fait x5, x8, x10, et les impacts que ça peut avoir sur les comptes de résultats. Aujourd'hui, on en entend beaucoup moins parler. Le prix de l'énergie a fortement décru depuis 6 mois. Le prix de l'énergie, de l'électricité notamment, a fortement diminué. Et on retrouve des niveaux du prix du mégawattheure aux alentours de entre 150 et 250 euros le mégawattheure, c'est-à-dire entre 2 et 3 fois plus cher que ce que nous avions l'habitude de connaître avant la crise. Donc vous allez me dire c'est encore 2 ou 3 fois plus cher, mais c'est plus que 2 ou 3 fois plus cher par rapport à ce qu'on a connu il y a 2 ou 3 ans. Là où vous êtes vraiment en difficulté, c'est que beaucoup d'entreprises, je crois qu'il y a un petit pointeur, je ne sais pas m'en servir. Il est ici. Beaucoup d'entreprises ont renouvelé leurs contrats dans ces périodes-là. Donc vous avez figé des prix d'achat d'énergie à 300, 400, 500 euros le méga sur 1, 2 ou 3 ans. Donc vous allez en souffrir encore pendant 1, 2 ou 3 ans jusqu'à l'extinction de votre contrat. Mais si vous aviez à renouveler votre contrat aujourd'hui, vous le feriez dans de meilleures conditions que ce que vous avez pu le faire il y a 2 ou 3 ans. Ça cause d'ailleurs des vraies distorsions de concurrence entre les entreprises, parce que même si vous avez des secteurs d'activité comparables, la date de renouvellement de votre contrat peut avoir un impact fort par rapport à vos concurrents, et ça crée une distorsion qu'on n'avait pas l'habitude de connaître dans le passé. Aujourd'hui, ça c'est le zoom sur la dernière partie, c'est le zoom donc depuis le début de l'année. Voilà, on est sur un schéma qui s'assagit un petit peu. Comme je vous le disais, on a des prix de courant qui sont entre 150 et 200 euros le méga. Donc il va falloir s'habituer, je pense, durablement à payer son énergie aux alentours de 200 euros le méga. Quand on avait l'habitude de le payer 50 euros, ça fait un petit peu mal, mais c'est quelque chose qui va se pérenniser
et on va arriver sur une harmonisation européenne que nous n'avions pas, puisque la France avait été quand même un petit peu privilégiée à ce niveau-là. Pourquoi on devrait plus avoir de tensions comme on l'a connu l'année passée? L'année passée, on a conjugué pas mal de phénomènes qui ont été très très compliqués à gérer, notamment la disponibilité du parc nucléaire qui était relativement restreinte l'année passée. C'était son plus bas niveau depuis une vingtaine d'années, mais aussi le niveau des stocks de gaz qui était au plus bas aussi. On n'était pas préparé à ça. Et avec ce qui s'est passé au niveau géopolitique, ça s'est traduit en termes du prix sur le prix de l'électricité. Donc aujourd'hui, il faut se rappeler aussi, l'année passée, à la même époque, on parlait de pénurie d'énergie. On se demandait comment on allait passer l'hiver en termes d'approvisionnement. C'était le sujet. On ne savait pas si on allait avoir les ressources ou pas pour passer l'hiver. Aujourd'hui, c'est plus le sujet. Aujourd'hui, les ressources sont là et les prix sont redescendus. Mais pour autant, comme on le disait tout à l'heure, à des niveaux de prix plus hauts que ce que nous avions l'habitude de connaître jusqu'à présent. Plus haut, durablement plus haut, c'est aussi parce que le prix du gaz on va pas rentrer dans le détail, mais le prix du gaz est assez impacté le prix de l'électricité, pardon, était assez impacté par le prix du gaz. Et les approvisionnements en gaz ont largement évolué, alors qu'ils étaient pareil, durablement stables depuis au moins une vingtaine d'années. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, le gaz, c'est essentiellement du GNL qui vient d'Amérique, qui a un coût de production qui est nettement supérieur à ce que nous avions l'habitude de payer quand on importait le gaz russe. Les techniques de fabrication sont plus chères, sont plus chères à la base, et puis les prix de transport viennent s'ajouter à ça, alors que dans les oléoducs, c'est beaucoup moins cher. Dans les gazoducs, pardon, c'est beaucoup moins cher. En résumé, pour terminer cette phase introductive, avant de parler de production d'énergie, ce qu'il faut vraiment anticiper dans vos entreprises, ce que nous n'avions pas l'habitude de faire, ce que vous n'aviez pas l'habitude de faire jusqu'à présent, c'est anticiper anticiper les négociations, les discussions et les informations sur les renouvellements des contrats d'achat d'électricité et de gaz. Jusqu'à présent, on rencontre encore beaucoup de dirigeants qui ne connaissent pas forcément leur date d'échéance de leur contrat. Et quand la date d'échéance arrive, ils sont obligés de renouveler, de re-signer un contrat du jour au lendemain, ou en tout cas très rapidement, aux conditions du marché immédiat, sans réflexion particulière. Parfois c'est très bon, parfois c'est très mauvais. Quand on est dans un schéma avec des dents de scie, avec des amplitudes importantes, on prend le prix tel qu'on le trouve le jour où on doit renouveler son contrat. Donc vraiment, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est anticiper ces renouvellements-là, anticiper les décisions sur ces renouvellements-là, même si votre contrat d'achat de gaz ou d'électricité va arriver à échéance, par exemple, au 30 juin 2024. Dès aujourd'hui, commencez à vous en soucier, ce qui ne nous empêchera pas de signer un contrat qui correspondra à votre stratégie, par exemple, le 1er janvier 2024, avec une prise d'effet au 1er juillet 2024, mais au moins, vous ne subirez pas les aléas du marché le 15 juin 2024 quand il faudra renouveler dans l'urgence le contrat. Et ça, c'est essentiel. Un contrat d'achat d'énergie, c'est complexe. C'est peut-être fait d'ailleurs exprès que ce soit complexe. Les durées, il y a plein de fournisseurs alternatifs, il y a des conditions de sortie très particulières, il y a des fournisseurs très adaptés à certains types de production en fonction de leurs approvisionnements, etc. Il y a des fournisseurs qui sont fragiles, d'autres qui sont solides. Il y a une hétérogénéité très très marquée sur les fournisseurs d'énergie. Vous connaissez bien sûr les plus courants, mais il y en a plein d'autres. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est super important de se faire accompagner sur ces sujets-là. Pour se faire accompagner, nous, à la BTE, on a mis en place un système de partenariat avec une boîte qui s'appelle Opera Énergie. C'est un courtier en achat d'énergie qui aide nos clients, qui peut vous aider à comprendre déjà à quel prix et pourquoi vous payez ce prix-là au niveau gaz et électricité, mais surtout à vous donner, le jour où vous voulez renégocier vos contrats, une visibilité précise de ce qui se passe sur le marché. Quand vous aurez cet état des lieux, libre à vous de rester chez le même fournisseur ou de changer de fournisseur. En tout cas, vous connaîtrez ce qui se passe sur le marché. Ces prestations sont gratuites, n'ont pas de coût. La rémunération de ces courtiers, elle se fait un petit peu de la même façon que sur les courtiers en achat immobilier. C'est-à-dire si vous changez de fournisseur, c'est le nouveau fournisseur qui va rémunérer Opera Énergie. Donc il n'y a pas de coût de prestation lié à ce service-là, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc quand on a vu un petit peu l'évolution du prix de l'énergie, voilà, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est d'anticiper ces renouvellements de contrats d'une part, et puis de devenir producteur d'énergie d'autre part, dans la mesure du possible. Et on va un petit peu se focaliser là-dessus, puisque toute l'énergie que vous produirez sera de l'énergie que vous n'aurez pas à acheter, évidemment. Alors à la BTE, donc on a
On n'est pas des techniciens, on est des financiers. Mais clairement, on considère aujourd'hui que la production d'énergie photovoltaïque, on le considère comme un produit financier. C'est un produit qui a une certaine rentabilité, une certaine sécurité, à condition de se mettre dans de bonnes conditions pour en bénéficier. C'est un secteur d'activité qui a beaucoup souffert dans le passé. Dans les années 2013-2018, c'est un marché qui a très largement souffert. Et puis depuis 2018, c'est un marché qui explose totalement, notamment en lien bien sûr avec ce que je viens de dire avant, en lien avec l'évolution du prix de l'énergie évidemment. Alors déjà, il y a un aspect réglementaire. Pourquoi vos entreprises vont être pourquoi vos entreprises vont être incitées, voire obligées de produire une partie de leur énergie? Parce que la réglementation, la législation va contraindre une bonne partie de vos entreprises à produire une partie de leur énergie. Quand vous faites des bâtiments neufs, aujourd'hui, vous avez une obligation soit de végétaliser les toitures, soit de les rendre producteurs d'énergie. Donc ça, c'est une obligation sur tous les bâtiments neufs. Un petit peu moins connu, c'est ce qui se passe sur les parkings. Sur les parkings, donc les nouveaux parkings vont devoir obligatoirement être équipés d'ombrières photovoltaïques pour toutes les créations de nouvelles surfaces de parking. Mais aussi et surtout, sur les parkings existants, dans les 5 prochaines années, selon les surfaces de parking, vous allez avoir l'obligation, soit en tant que locataire, soit en tant que propriétaire de vos bâtiments, d'équiper les parkings en ombrières photovoltaïques ou de les végétaliser. Un, il produit de l'énergie, l'autre, il en produit un petit peu moins. Donc il faut certainement se poser les deux questions, mais la partie production d'énergie répond certainement au sujet précédent. Pour faire simple, en fait, à partir de 2028, les parkings de plus de 1500 m² qui ne seront pas solarisés ou végétalisés à hauteur de 50% de leur surface se verront sanctionnés d'une pression fiscale de 20 000 € par an. Mais on peut le voir sous l'aspect contrainte, comme je suis en train de vous le présenter. Il faut aussi le voir sous l'aspect opportunité. Aujourd'hui, devenir producteur d'énergie, c'est aussi valoriser sa boîte, c'est aussi décarboner son entreprise, c'est aussi répondre aux contraintes que vos donneurs d'ordre sur les appels d'offres, etc. vous obligent. Donc il faut vraiment le voir comme une opportunité plus qu'une contrainte. La contrainte, c'est un peu le dernier, c'est un peu pour faire peur, mais je pense que c'est pas comme ça qu'on fait du développement durable et de l'efficacité énergétique dans les entreprises. Le dernier, alors il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres mesures légales qui vont inciter, motiver, obliger, utiliser le verbe qui vous va bien, à décarboner vos entreprises. Le dernier, c'est le décret tertiaire. Donc toutes les boîtes dans le service, et beaucoup d'entre vous sont dans le service, qui ont des surfaces de plus de 1000 m², devront consommer moins 40% d'énergie en 2030 par rapport à une année de référence qui aura été choisie entre 2010 et 2019. Donc bien sûr, la production d'énergie et l'autoconsommation de cette énergie répond à l'atteinte de cet objectif. Un petit focus là-dessus, le photovoltaïque, il y a deux façons de faire du photovoltaïque. Soit vous investissez vous-même, donc l'actif vous appartient et vous produisez l'énergie, vous consommez l'énergie que vous produisez. Soit vous mettez à disposition d'un tiers investisseur des surfaces de parking, des surfaces de toiture. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je suis locataire, parce que vous êtes soit propriétaire, soit locataire. On a l'habitude de dire qu'il faut être propriétaire de son bâtiment pour pouvoir faire du photovoltaïque. Évidemment, c'est plus facile. Mais aujourd'hui, le schéma a largement évolué, c'est largement développé. On a totalement la possibilité, en tant que locataire, de construire une centrale photovoltaïque, une ombrière photovoltaïque sur un parking, ou d'équiper sa toiture en photovoltaïque, bien sûr avec l'accord du propriétaire, bien sûr en signant un nouveau bail, mais il y a tout un arsenal juridique qui nous permet aujourd'hui de créer des liens, des passerelles entre un propriétaire bailleur et un exploitant. Évidemment, si vous êtes propriétaire de vos murs, c'est encore plus facilitant, vous êtes chez vous, vous n'avez pas de compte à rendre à personne. Mais il ne faut pas que le fait d'être locataire d'un bâtiment ou d'un parking vous prive de la réflexion de demain produire votre énergie photovoltaïque, bien sûr en accord avec le bailleur, mais on saura vous accompagner sur toutes ces particularités-là. Le schéma, il peut cohabiter. Quand on a créé sa centrale photovoltaïque, qu'on soit propriétaire ou locataire, qu'est-ce qu'on fait de l'énergie? Donc, soit on la revend en totalité à EDF, obligation d'achat, soit on l'autoconsomme en totalité, soit on fait un mix des deux. On autoconsomme ce qui peut être consommé et on revend ce qui n'est pas consommé sur site, par exemple le dimanche après-midi quand vous êtes fermé ou en dehors des horaires d'ouverture.
Et aujourd'hui, en France, on a quand même une chance très particulière, c'est qu'on a une règle, on a l'État qui a permis à tous les producteurs d'énergie de bénéficier d'un contrat pendant 20 ans avec EDF. C'est-à-dire quand vous construisez une centrale photovoltaïque, EDF, obligation d'achat, a, comme son nom l'indique, une obligation d'achat de racheter l'énergie que vous ne consommeriez pas sur votre site. Et ce, pendant 20 ans, à des tarifs déterminés, connus à l'avance, ce qui fait que nous, en tant que prêteurs, en tant que financiers, ça sécurise totalement le projet. Mais quand je dis nous, c'est nous et vous, parce qu'on est dans le même bateau, évidemment. Le tableau suivant va vous faire peur, mais c'est fait exprès, donc vous l'oublierez vite. Simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a plein de scénarios possibles. On n'ira pas chercher toujours les surfaces les plus importantes à équiper. Il y a des petites surfaces qui sont très rentables. À partir de 3, 6, 9 kilos, comme sur du particulier jusqu'à 500 kilos ou plus, les schémas financiers peuvent être super intéressants. Donc derrière, on ira utiliser l'ingénierie de nos partenaires avec qui on travaille tous les jours, les bureaux d'études photovoltaïques, pour mettre sur vos bâtiments, sur vos parkings, les puissances de centrales les plus adaptées à vos consommations, à vos profils d'entreprise. Et parfois, ce sont des petits investissements, parfois ce sont des gros investissements. Il n'y a pas de règle. Chaque cas est un cas. Mais en tout cas, on bénéficie dans tous les cas. Dans tous les cas, on va bénéficier de tarifs et de garanties de l'État pendant 20 ans, comme je vous le disais. Pour les centrales de moins de 100 kW crête, 100 kW crête, pour vous donner une idée, c'est 500 mètres carrés. Quand vous mettez 500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur votre bâtiment, sur votre parking, vous avez une centrale qui fait 100 kW crête. Pour toutes les centrales qui font moins de 100 kW crête, donc moins de 500 mètres carrés, vous allez pouvoir, si vous faites de l'autoconsommation avec de la revente du surplus, c'est le schéma aujourd'hui qui est largement le plus utilisé, vous allez pouvoir bénéficier de subventions. Vous allez pouvoir bénéficier de l'autoconsommation sur site de la production d'énergie qui est produite sur votre bâtiment et de la revente du surplus à un tarif un petit peu dégradé. Si vous passez la barre des 100 kW crête, donc plus de 500 mètres carrés, vous n'aurez plus de subvention, vous perdez l'avantage de la subvention. Par contre, la partie qui ne sera pas consommée sur site, la partie qui sera revendue à EDF, bénéficiera d'un tarif plus important. Donc tout l'enjeu, toute l'ingénierie, c'est de valider ensemble, en fonction de vos priorités, en fonction de vos stratégies, les puissances de centrales qui seront les plus appropriées à vos utilisations et à ce que vous voulez en faire. Alors, ce tableau, je pense qu'il résume beaucoup de choses. Ce tableau, il résume beaucoup de choses. C'est un exemple qu'on voit tous les jours chez nos clients dans des entreprises comme les vôtres. C'est un client qui a fait une centrale de 100 kW crête, donc 500 mètres carrés comme je disais tout à l'heure. C'est un exemple qu'on retrouve très souvent. C'est des exemples très très fréquents. Et dans ce schéma-là, on a de l'autoconsommation qui représente 40% et donc de la revente du surplus qui représente 60%. L'autoconsommation, selon les activités, représente la plupart du temps, dans une large majorité dans vos activités, représente entre 15 et 50%. Parce que vous êtes fermé le week-end, parce qu'il y a une période de fermeture l'été, parce que quand vous fermez à 17h le soir, au mois de juin, la centrale photovoltaïque elle va continuer à produire jusqu'à 21h. Donc on autoconsomme environ entre 20 et 50%. Évidemment, la nature de votre activité peut modifier largement ces chiffres-là. Si vous fabriquez, si vous avez un process industriel dans vos entreprises, évidemment, vous êtes plus consommateur, donc vous allez avoir un niveau d'autoconsommation supérieur par rapport à une activité qui serait que du stockage, par exemple. On a dans cet exemple-là donc un prix d'achat de l'électricité de l'entreprise à 20 centimes, donc comme je disais tout à l'heure, 20 centimes le kilowattheure ou alors 200 € le mégawattheure. C'est le tarif moyen constaté aujourd'hui sur tous les renouvellements de contrats. C'est un tarif moyen. Vous allez dans la salle, il y aura autant d'exemples en dessous qu'en dessus, mais en tout cas, c'est un tarif constaté moyen. Ça correspond au tarif réglementaire aussi que vous payez vous en tant que particulier. Donc c'est pas un tarif haut, c'est pas un tarif bas, c'est un tarif moyen. Le prix de la partie revendue. 12 centimes et demi. Donc en fait voilà, ça c'est le contrat obligation d'achat avec EDF qui va vous garantir pendant 20 ans un rachat d'énergie non autoconsommée à ce tarif-là. Donc en fait la puissance de la centrale 100 kW
enfin là on a passé volontairement les 101 kg pour dire qu'on était en dessus les 100 kg. Cet aspect-là des choses, c'est pas compliqué, c'est super précis puisque c'est le nombre de panneaux fois la puissance des panneaux. Donc si le panneau il fait 400 watts le panneau, il y a X panneaux, le total des panneaux va générer une centrale de 101 kW crête. Le deuxième aspect essentiel dans le calcul de ce que va produire une centrale photovoltaïque, c'est l'ensoleillement de la centrale photovoltaïque. Donc en fait, on va mesurer en termes de nombre d'heures par an l'irradiation du soleil sur votre bâtiment. Et ça se fait vraiment sur le point GPS de votre bâtiment. C'est vraiment sur le point très très précis du bâtiment. Ça tient compte évidemment bien sûr de l'orientation du bâtiment, sud, nord, est, ouest. Ça tient compte des ombrages éventuels qu'il peut y avoir sur votre bastiment. Ombrage naturel par les montagnes, ombrage artificiel par d'autres bâtiments qui peuvent avoir un impact sur votre bâtiment. Et puis il peut y avoir des cheminées, il peut y avoir des points d'ombrage. Donc on dégrade le facteur productible par ces éléments-là. Et on va retenir, on va dire, le P50, c'est la probabilité à 50% d'atteindre 1200 heures d'ensoleillement par an. Donc en fait, on va mesurer sur les 10 dernières années le nombre d'heures d'ensoleillement qu'il y a sur votre bâtiment et on va utiliser cet ensoleillement-là pour faire les calculs. On s'aperçoit dans la vraie vie que le nombre d'heures d'ensoleillement par an sur un bâtiment n'évolue pas beaucoup. Il y a 5-8% maximum de plus ou de moins d'ensoleillement par an, mais il n'y a pas plus de variation que ça, même si on pourrait avoir tendance à croire des fois qu'il y a des années plus ensoleillées ou autres, mais il y a souvent des compensations saisonnières qui lissent un petit peu tout ça sur l'année. Donc en fait, dans cet exemple-là, qui est un exemple très typique, on va avoir 100 kW installés, on va avoir 1200 heures d'ensoleillement par exemple à Annecy. Donc la centrale photovoltaïque va produire par an 120 000 kWh par an. 100 kW fois 120 fois 1200 heures, 120 000 kWh par an. Donc on aura un actif produit de 120 000 kWh d'énergie par an. Ici, on va donc consommer 40% de l'énergie générée par la centrale photovoltaïque. Donc on va avoir une autoconsommation. L'autoconsommation, on est bien d'accord, ce n'est pas un chiffre d'affaires, c'est une baisse des charges, c'est une économie sur votre facture EDF, pour ne pas les citer. Donc vous allez avoir une réduction de votre facture d'achat d'énergie de 9 000 € par an. Les 60% qui ne seront pas autoconsommés vont être revendus, comme vous l'avez compris, à 12 centimes. Donc ça va générer par contre cette fois-ci un chiffre d'affaires de 9 000 €. Donc au global, on aura à peu près 18 000 € de revenus liés à la centrale photovoltaïque. Cette centrale photovoltaïque, pour 100 kW crête, elle va vous coûter entre 85 et 100 000 €. C'est un petit peu le prix. Alors la fourchette est large, mais ça dépend un petit peu des configurations de bâtiments. Il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer en considération, le type de panneau, le type d'onduleur, etc. Mais elle va coûter, on va dire, une centaine de milliers d'euros. Là, je reviens un petit peu à ce qu'on disait en introduction. Est-ce que c'est un produit financier? Voilà, aujourd'hui, vous avez là sous les yeux l'exemple qu'une centrale photovoltaïque, quand elle est posée sur une toiture apte à recevoir une centrale photovoltaïque, génère pendant une vingtaine d'années sur votre entreprise à peu près 18% de rentabilité. C'est presque un petit peu trop beau pour être vrai, parce qu'il ne faut pas oublier les quelques charges d'exploitation. Pour faire vivre une centrale photovoltaïque, il faudra l'assurer, il faudra payer une assurance spécifique en cas de sinistre, en cas de grêle, en cas de perte de production, etc. Il faudra l'assurer. Ça va coûter 500-700 €. Il faudra payer quelques taxes aussi. Il y a quelques taxes qui vont amputer la rentabilité de la centrale photovoltaïque. Ça s'appelle l'IFER. Et puis il faudra la maintenir. Il faudra signer un contrat de maintenance avec un installateur photovoltaïque pour assurer le bon fonctionnement de cette centrale. Ça sera souvent d'ailleurs imposé par votre assurance. Donc on va considérer qu'il faut à peu près 3 000 € de charges d'exploitation. Mais pour en revenir à la rentabilité nette dégagée, donc on aura donc un chiffre d'affaires et une économie d'énergie de 18 000 €, à peu près 3 000 € de charges d'exploitation, donc à peu près 15 000 € net de revenus photovoltaïques sur un investissement de 100 000 €. Et ce pendant 20 ans. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent financier, il n'y a pas d'équivalent immobilier qui génère autant de rentabilité que la production d'énergie. Et en plus, ces chiffres-là sont pas, ils sont pas tirés à l'extrême, quoi. Si vous achetez votre énergie plus chère, bien sûr, ça sera plus intéressant. Si vous autoconsommez plus que 40%, bien sûr, ça sera plus intéressant. Donc, il y a des exemples qui peuvent largement bonifier ces modèles-là.
Nous, en tant que financier, ça nous va bien, ce genre de modèle-là. Ça nous va très très bien, quoi. On participe à la décarbonation des boîtes, on répond à l'aspect réglementaire qui vous est imposé, on génère un produit financier durable et qui fiabilise, qui est un remède contre l'inflation sur le prix de l'énergie. Donc c'est du vertu à 100%, quoi. C'est du vertu à 100%. Alors il pourrait y avoir, il peut y avoir des détracteurs du système, effectivement, et je les comprends tout à fait, hein, et, on peut tout à fait défendre. Ce sont des modules qui sont principalement fabriqués en Chine. Le marché chinois aujourd'hui a inondé le marché européen, enfin le marché mondial d'ailleurs, sur la fabrication des panneaux photovoltaïques. Sur une centrale de 100 000 euros, la partie panneau, elle coûte à peu près un quart. C'est pas la majorité, c'est à peu près un quart. Les panneaux eux-mêmes. En tout cas, voilà, on trouve que c'est très vertueux. Il faut être quand même vigilant sur certains points, parce que nous qui rencontrons des clients tous les jours, quand je vous présente des chiffres comme ça, forcément, vous êtes forcément, ça peut que vous parler dans le sens positif des choses. Mais je pense qu'il faut aussi être attentif sur certains points, parce que malheureusement, pas tous les bâtiments permettent d'accueillir du photovoltaïque. Pas tous les bâtiments permettent d'accueillir du photovoltaïque. Et tous les jours, on rencontre des clients qui voudraient installer des centrales photovoltaïques sur leur terrain, sur leur parking, sur leur toit, mais qui ont des problèmes techniques qui font qu'on n'arrive pas à mener à bien les projets. Le premier sujet, c'est la couverture du bâtiment, l'étanchéité du bâtiment. Quand c'est du bac acier, quand c'est de la toiture en tôle, il n'y a souvent pas de problème. C'est là où les centrales photovoltaïques sont les moins chères, donc les plus intéressantes, et c'est vraiment le schéma idéal. Mais on rencontre malheureusement, souvent beaucoup de bâtiments avec des toitures plates et des toitures avec des étanchéités. Et là, c'est vraiment au cas par cas. Il y a des toitures qui l'autorisent, des toitures qui ne l'autorisent pas. Vous allez comprendre facilement, c'est parce qu'en fait, il y a une isolation sur votre bâtiment, il y a une isolation qui est souple, et le fait de venir dessus apporter du poids par la centrale photovoltaïque peut faire des contraintes et des poinçonnements de l'étanchéité. Donc au niveau assurantiel, ça peut poser des problèmes. Donc selon la classe d'étanchéité et d'isolation du bâtiment, on peut ne pas être en capacité technique de poser des centrales photovoltaïques sur ces bâtiments-là. Et ça, c'est vraiment très déceptif, parce que les chiffres que j'ai annoncés avant restent vrais, mais pour autant, si techniquement on n'a pas la capacité d'installer la centrale sur le toit, on ne pourra pas en bénéficier, sauf à refaire la toiture, mais bon, bien sûr, ça entraîne des coûts supplémentaires. On a les toitures amiantées aussi, vos bâtiments peuvent être aussi amiantés. Alors là, ça peut être aussi un vrai avantage. Parce que l'amiante, bon, vous le savez, c'est un risque sanitaire sur votre bâtiment. C'est aussi une dévalorisation de l'actif immobilier. Elle représente une dévaluation de l'actif immobilier, bien sûr, en valeur patrimoniale. Donc le fait d'enlever l'amiante, de remettre une nouvelle toiture et de mettre des panneaux photovoltaïques, bien sûr, on aura un rendement plus faible, plus bas que ce que je vous ai annoncé, parce qu'on va induire des travaux supplémentaires qui ne faisaient pas partie de ce que j'ai présenté précédemment. Mais pour autant, on va remettre le bâtiment en état, et là on va s'affranchir d'un risque sanitaire, et au lieu de mettre un surloyer par la société d'exploitation qui devra payer ses travaux, ça va être le photovoltaïque qui va payer ses travaux. Et quand le crédit sera terminé, au bout de 12-15 ans, le bâtiment sera toujours en état et vous bénéficierez de la production d'énergie. Donc là, quand les toitures imposent des travaux de désamiantage, c'est vraiment au cas par cas, mais ça peut être vraiment une opportunité aussi. Il y a un autre aspect des choses qui souvent nous pose problème aussi pour mettre une centrale photovoltaïque sur une toiture, c'est la structure de la charpente elle-même, parce que la centrale photovoltaïque va avoir un poids d'une vingtaine de kilos par mètre carré, donc il faut que la structure puisse accueillir le surpoids lié à la centrale photovoltaïque. Alors parfois ça ne pose pas de problème, parfois il y a des bâtiments qui sont déjà très contraints en termes de solidité, de structure, donc il faut faire passer un bureau d'études et valider ou pas que la charpente puisse accueillir la centrale photovoltaïque. Souvent, la plupart du temps, il y a des petits travaux de renforcement de charpente qui ne remettent pas en question le projet, mais pour autant qui devront être réalisés avant la pose de la centrale. Ça, bien sûr, c'est tout chiffré au préalable. Il y a un aspect important aussi, c'est le point suivant, c'est la partie assurantielle du bâtiment. La bonne démarche, c'est de contacter l'assureur avant de faire les démarches d'installation de photovoltaïque, pour ne pas mettre l'assureur au pied du mur, pour ne pas le mettre devant le fait accompli.
parce que certaines compagnies d'assurance ont des prérequis à respecter, et quand la centrale elle est construite, eh ben, on ne peut plus respecter éventuellement ces prérequis. Donc en termes d'éloignement de la centrale photovoltaïque par rapport à des murs coupe-feu, par rapport à certains types de panneaux à utiliser au lieu d'autres panneaux. Donc il vaut mieux associer, je pense, l'assureur au préalable avant de lancer la partie travaux. Un autre aspect qui est souvent déceptif aussi, là je fais un petit peu la liste noire des sujets, c'est les délais. Si vous voulez produire de l'énergie photovoltaïque et que vous pensez que vous allez pouvoir la produire dans 2 mois ou dans 3 mois, eh bien, en fait malheureusement vous allez être déçu. Les délais sont longs parce qu'il faut une autorisation d'urbanisme pour avoir l'autorisation de poser une centrale photovoltaïque, pour avoir l'autorisation de construire une ombrière sur son parking. Donc il y a soit un permis de construire, soit une déclaration préalable à faire à la mairie pour les bâtiments existants, qui demande un certain délai, qui peut être majoré par les délais d'instruction des bâtiments de France si votre secteur est soumis aux bâtiments de France. Mais il peut y avoir aussi des délais qui vont se cumuler avec des raccordements inédits, des devis inédits. Donc en fait, les délais sont souvent, il faut compter minimum 6 mois, entre 6 mois et 1 an et demi. La fourchette est un petit peu large, ça dépendra beaucoup de la configuration des bâtiments. Mais à moins de 6 mois, c'est quand même assez complexe pour réaliser ce genre de travaux-là. Je terminerai en disant que voilà, aujourd'hui, au niveau financier, au niveau juridique, on est capable de faire beaucoup de choses. Et ceux d'entre vous qui ont déjà réalisé des études dans le passé pour équiper des bâtiments, des parkings en photovoltaïque, si vos études, si vos réflexions ont plus de 2 ans, considérez qu'elles sont plus valables. Oubliez tout ce qui vous a été dit. La législation a fortement évolué, les prix des panneaux ont fortement évolué, les contrats ont évolué. Donc réactualisez les chiffres et les données que vous pouviez avoir sur ces éléments-là. Et puis au niveau juridique, on arrive à faire beaucoup de choses. On arrive à mettre une centrale photovoltaïque sur nos holdings, sur une SCI, à la louer à la société d'exploitation pour en avoir l'autoconsommation, etc. Enfin, on arrive à faire plein de choses avec un tiers investisseur, avec un bailleur, avec un locataire. On arrive à faire plein de choses. On arrive à produire sur un bâtiment ici à Chamonix et à revendre l'énergie dans le village d'à côté par de l'autoconsommation collective. Enfin, bref, il y a plein de nouveaux sujets. Ce qu'on se dit aujourd'hui, je pense que dans 2 ans, ça sera plus vrai. Ça va encore largement évoluer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui était vrai il y a 2 ans n'est plus vrai aujourd'hui. Donc, réactualisez vos informations si en tout cas le sujet peut avoir du sens dans la stratégie de votre entreprise. Et le dernier point, c'est évident, la qualité du prestataire. Nous, à la Banque de la Transition énergétique, on a répertorié, on travaille aujourd'hui avec des partenaires photovoltaïques. On travaille avec 6 entreprises photovoltaïques sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on répartit des projets chez ces partenaires-là. C'est des partenaires qu'on a sélectionnés, qu'on a audités au niveau sinistralité, au niveau solidité financière, au niveau qualification, sur plein de sujets. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de travailler avec ces partenaires-là, pas du tout. Vous pouvez travailler avec qui vous voulez, et il y a plein d'autres partenaires qui sont très fiables et très bons aussi. Mais si vous n'avez pas de démarche, si vous n'avez pas de connaissances ou de relations particulières sur ces sujets-là, on pourra vous accompagner avec l'un des partenaires qui nous paraîtra le plus adapté. Et je finirai là-dessus, ça c'est important parce que chez les photovoltaïciens, chaque boîte a sa stratégie. Il va y avoir des boîtes qui sont très à l'aise sur des petites surfaces, d'autres qui sont très très à l'aise sur des grosses surfaces, d'autres qui vont vouloir impérativement louer votre toiture et produire eux-mêmes. Et inversement, voilà, il faudra s'adapter à chacune des stratégies des développeurs photovoltaïques. Mais donc nous, notre rôle, c'est de mettre en cohérence l'intérêt de votre entreprise, de votre stratégie avec le bon développeur. Voilà. Et bien sûr, on vous accompagnera nous-mêmes sur la partie financière et juridique. Voilà, j'ai fait le tour. Je vois que le temps imparti est terminé, à quelques minutes près. Le sujet est super large, on pourrait en parler très très longuement. J'ai voulu saupoudrer. En tout cas, voilà. Ne faites pas l'économie de passer 1 heure de temps avec un développeur photovoltaïque, avec la BTE ou avec qui vous voulez pour vérifier, valider l'intérêt que le sujet peut avoir dans vos entreprises. Merci beaucoup Régis pour l'applaudir.